Professeur Legrand, je ne sais pas si vous faites vos courses en grande surface. En partie, mais en partie. pas... Est-ce que vous sentez influencé un peu? Ah non, du tout. Non, non, du tout. Non, mais on n'attend pas de la grande surface qu'elle soit la turiféraire des goûts, en fait, puisque c'est la praticité qu'ils nous ont apporté pendant des décennies. Cela dit, c'est vrai qu'ils semblent faire des efforts. Quand il y a un rayon boucherie, il ressemble quand même à une boucherie. Donc, boucherie de marché. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire qui approvisionne la grande distribution, l'industrie agroalimentaire avec ses plats préparés, ses plats transformés. Côté sanitaire, vous l'avez dit, les progrès sont réels. Côté information du consommateur, il y a peut-être encore des zones d'ombre. Comment ne pas repenser par exemple au scandale des lasagnes faites à base de viande de cheval il y a 3 ans. Alors UFC Que Choisir a analysé l'étiquetage de 245 aliments de consommation courante à base de viande. Dans 54% des cas, l'origine des produits est masquée. Bref, comme le chante si bien Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. On pose la question ce soir dans Génération Bretagne. De la nourriture sur des kilomètres carrés. Une abondance de vivres jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. En 50 ans, l'alimentation est devenue la première industrie de France. Un secteur où les étiquettes promettent monts et merveilles. Très bavarde sur ce qu'elle a à vendre, l'industrie alimentaire reste floue sur ce qui se trame dans ses cuisines. Comment être sûr de ce que l'on met dans son assiette? C'est ce que nous avons voulu savoir. Rendez-vous était pris à l'Agrocampus de Rennes, un institut où l'on forme des ingénieurs en agroalimentaire. Direction le laboratoire de biochimie et de nutrition humaine. Ici, on analyse les lipides et les acides gras présents dans les aliments. Au banc d'essai, 6 pâtes à tartiner, industrielles, artisanales, bio ou conventionnelles. On va analyser d'abord par lecture et analyse attentive de leur composition globale, c'est-à-dire la quantité de lipides, la quantité de glucides, la quantité de protéines. Et puis on pourra commenter s'il y en a une qui est plutôt plus sucrée, l'autre qui est plutôt plus lipidique. On va voir. Une semaine plus tard, le professeur Legrand rend ses conclusions. Sans surprise, toutes ces pâtes à tartiner sont riches en sucre et en matières grasses. Le plus gras, c'est l'artisanal, sans doute le meilleur du point de vue goût. Et le moins gras, c'est Nutella. Mais en revanche, c'est le plus sucré. En revanche, Nutella est le plus sucré. Donc tout le monde met du cacao, plus ou moins quelques pourcentages. Et puis du point de vue noisette, ça va quand même là sur un assez grand écart. Et celui qui en met plus, c'est l'artisan, effectivement. 45% de noisettes pour l'artisanal, contre 13% en général. Certaines pâtes à tartiner contiennent de l'huile de palme, dont 2 bio. Impossible de connaître la qualité, l'origine des matières premières, ni la façon dont elles ont été produites. L'analyse ne le dit pas. Dans les supermarchés, on parle terroir, saveur à l'ancienne, tradition. Si l'on en croit les emballages, tout vient tout droit de la ferme de Martine, une cuisine d'usine vendue sous le sceau de l'artisanat. Un ancien trader de l'industrie alimentaire raconte dans un livre les pratiques de ce food system international. L'alimentation de masse se conforme bien à des règles, mais il n'y a personne pour les faire respecter. Les contrôles, que ce soit en France ou à l'étranger, sont totalement insignifiants. Vous avez des milliers d'entreprises, des millions de produits qui sortent des chaînes de fabrication, et vous avez face à ça quelques dizaines de contrôleurs. Aujourd'hui, si on voulait contrôler 100% des produits, ce serait complètement impossible. Et en fait, les services de l'État reportent le contrôle, la délégation de contrôle sur l'industriel, qui est censé faire, lui, les contrôles pour garantir son produit. Depuis L'aile ou la cuisse de Claude Zidi en 1976, l'industrie alimentaire n'a pas brillé par sa transparence et sa loyauté. Se pencher sur les étiquettes se révèle d'ailleurs un travail de fin limier qui nécessite une loupe, un décodeur et du temps. Plus le produit est transformé, plus sa composition est opaque. L'association Foodwatch décrypte les vantardises des fabricants. Quand il y a de la triche, elle le dénonce. On met en lumière des pratiques qui sont souvent abusives ou complètement opaques et qui nous semblent profiter plus au lobby de l'industrie agroalimentaire qu'aux consommateurs. Et nous, ce qui est au cœur de notre combat, c'est ça, c'est de militer pour les droits des consommateurs. On nous casse tout, on nous dit rien. Vous avez un généreux morceau de bœuf sur l'emballage et en réalité, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette soupe ne contient que 1% de jus de cuisson de bœuf. Donc le morceau de bœuf promis à l'avant de l'emballage et dans le nom, eh bien, vous pouvez le chercher, il n'y est pas. Quelques mois plus tard, après mobilisation, la recette n'a pas changé. L'emballage, lui, affiche désormais un minuscule morceau de bœuf. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
on a affiché en gros, au milieu, Origine France, raisin du Languedoc. Derrière, c'est très bien fait, c'est très joli, on voit un agriculteur qui a l'air extrêmement heureux de produire pour Tropicana. Quand on regarde la liste des ingrédients, on s'aperçoit que, en réalité, c'est loin d'être 100% de ces raisins qui viennent du Languedoc, c'est minimum 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un jus qui est étiqueté en gros Origine France, dans un contexte économique où on sait que les gens accordent de plus en plus d'importance à cette Origine France, on peut se permettre d'avoir uniquement 50% de raisins français du Languedoc, et le reste, on ne saura jamais. Les industriels recourent à ces ruses légales précisément parce qu'elles sont légales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions derrière. Ils peuvent le faire allègrement sans craindre d'être punis. Et parce que ça marche, évidemment, en survendant un produit, en vous promettant monts et merveilles sans tenir les promesses, eh bien, on vend davantage. Quand on a mal mangé, on n'est pas content, mais on ne peut rien faire. Alors, quelqu'un va le faire pour nous. Vous faites vos courses. Foodwatch interpelle les politiques, mobilise les consommateurs par des pétitions sur Internet, avec un objectif, obliger les industriels à plus d'honnêteté. Car en définitive, le consommateur a le pouvoir d'acheter ou pas. Il est libre de choisir ce qu'il met dans son assiette, à commencer par du bon sens. Si on consomme un produit de saison, globalement, c'est un produit qui va être de meilleure qualité. C'est un produit qui sera de meilleure qualité gustative, nutritionnelle, qui sera moins cher. Donc la saisonnalité, c'est vraiment le premier critère à respecter, que ce soit sur les fruits et légumes, mais que ce soit sur le poisson, etc. Tous les produits ont une saisonnalité. Préférer la fraîcheur, la proximité, le fait maison, c'est limiter les intermédiaires et les risques de duperie. Et puis, c'est un petit coup de pouce à l'économie locale. Derrière chaque acheteur veille un citoyen qui vote 3 fois par jour en mangeant, l'occasion de changer la donne. Voilà, le consommateur citoyen, on va en parler tout à l'heure.